plus aucune idéologie qui existe et qui est capable de constituer un idéal pour les gens dans toutes les régions du monde. Même l'islamisme, comme je disais, ne peut plus jouer ce rôle dans les pays musulmans parce qu'il a été discrédité par les 10 ou 20 dernières années, par les événements, etc. Qu'est-ce qui pourrait constituer, quel projet les sociétés pourraient-elles émettre encore aujourd'hui? On voit aujourd'hui dans le Hirak, justement, qu'il y a plein d'aspirations comme ça très disparates, mais qui ne constituent pas, un projet, ni même une vision, ni même une direction. Donc la question que je me pose, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, de toute façon, un nouvel idéal est nécessaire, je pense que c'est nécessaire à l'échelle du monde, mais il n'y a rien encore. Et donc je ne sais pas ce Hirak sur quoi il peut déboucher. Bon, alors, je rebondis sur la question de la mort des idéologies. C'est une vieille histoire, très très vieille histoire. Mais disons qu'elle a connu ses meilleurs moments après la chute de l'URSS. Et la chute du mur de Berlin précisément a été ce moment où on a proclamé la fin de l'histoire. Vous vous souvenez que lorsqu'on a parlé de Hegel, on avait dit que Hegel postulait que tout ce qui se fait dans la vie de l'humanité, à propos de l'histoire, était une espèce de marche heurtée vers un état qui reflète la raison. Et que c'est cette raison qui, par sa ruse, va utiliser le carburant qui est la passion des hommes pour la politique, pour la guerre, pour l'art, pour chaque fois, à travers leur but limité. Par exemple, le but limité de Napoléon, on en a beaucoup parlé, ou le but limité d'Alexandre le Grand, ou le but limité de César, va, elle, réaliser à travers eux, la création des niveaux étatiques d'un État. Mais la raison, passant par l'action des hommes, par ce carburant de la passion, elle va toujours se réaliser incomplète, elle est mauvaise. Une réalisation qui est mauvaise, c'est-à-dire qui ne reflète pas sa totalité. Elle est en manque. Elle se réalise, mais il lui manque quelque chose. D'accord? Il lui manque quelque chose. Elle n'est pas dans sa plénitude. C'est comme si elle enfantait d'un enfant qui a un retard mental, à qui il manque un bras, une jambe, il y a quelque chose. Et qu'elle se réalise de façon incomplète, eh bien, cette raison, elle est en contradiction, elle est en opposition, elle est en conflit avec ce qu'elle a donné. Or, ce qu'elle a donné, c'est elle-même. Et donc, elle est en conflit avec elle-même. Elle est en conflit avec sa réalisation, et c'est cette contradiction qui va pousser, une fois de plus, l'histoire à avancer. Elle va pousser, une fois de plus, l'histoire à avancer. D'où d'ailleurs l'idée de Hegel que le moteur de l'histoire, c'est la passion, mais elle n'est le moteur de la passion que si derrière, il y a la raison qui ruse avec la passion des hommes. Bien sûr, la plus grande difficulté, c'est de s'imaginer c'est quoi cette raison qui parle, dont il parle Hegel. Il ne faut pas t'inquiéter. Pour lui, la raison existe. Comme il y a d'autres qui pensent que Dieu non existe. Donc la raison existe indépendamment des hommes, indépendamment, c'est une instance qui existe. Bon, évidemment, elle n'existe pas dans le ciel, mais elle existe pour chacun de nous. Donc elle est une marque de l'humanité. Elle est une marque de l'humain. Quand on est avec la raison. Bon, évidemment, cette raison, elle est prise dans des conditions qui lui permettent de se développer ou pas.
Mais la raison individuelle, ce n'est pas la raison dont il parle. C'est cette raison dont il parle en général qui va passer par nous. Mais elle n'est pas nous. Elle est une véritable raison de l'histoire. Et quand elle va travailler, quand elle va se réaliser, quand elle atteint sa propre plénitude, elle va se confondre avec l'esprit. L'esprit, ça peut être Dieu, ça peut être ce que vous voulez, mais l'esprit, chez Hegel, c'est une instance qui connaît l'ensemble des vérités du monde, mais qui ne le connaît pas à la naissance. Par exemple, à l'époque grecque, l'esprit ne connaît pas tout. Voilà. Donc, quand j'ai oublié avec le japonais qui parle de fin de l'histoire, voilà, c'est un nom difficile à prononcer. Le public, il est là, ébahi, il a découvert quelque chose. Non, il n'a rien découvert. Ça a été dit bien avant lui. L'idée qu'il y a une fin de l'histoire existait bien avant ce philosophe. On a la même chose chez Marx. C'est-à-dire Marx, il dit la même chose que Hegel, mais en inversant le terrain. C'est-à-dire pour Marx, quand les gens, les peuples, l'humanité va se débarrasser du capitalisme, elle va rentrer dans le communisme, et ce sera le début de l'histoire de l'humanité. Avant, c'est la préhistoire. Hegel, c'est la même chose. Hegel, quand l'esprit se réalise dans l'état de droit, dans le modèle pour Hegel était l'état napoléonien, le droit civil napoléonien, c'était ça la fin de l'histoire pour lui. Quand il voit Hegel passer dans sa propre ville à lui, que les soldats de Napoléon avaient brûlé, il dira qu'il a vu passer la raison à cheval. Dans une autre traduction, il aurait dit, il a vu l'esprit du temps passer à cheval. C'est énorme, dans la parole de Hegel. Donc cette idée, c'est une idée ancienne, c'est une idée vieille. Dans la parole de Marx ou dans la parole de Hegel, cela signifie que l'homme n'est pas vraiment homme, les humains ne sont pas vraiment des humains, tant qu'ils n'ont pas atteint pour l'un l'état de droit et de raison, l'état conforme à la raison, ou pour Marx, qui s'ils n'ont pas atteint le communisme, c'est-à-dire un état libéré des conflits humains, des conflits matériels, c'est la lutte des classes, l'exploitation des classes. Chez Hegel, c'est la même chose. C'est l'histoire ne naît que lorsqu'elle s'est débarrassée des contradictions qu'elle connaissait quand l'esprit se réalisait péniblement dans la société grecque, dans l'État grec. On pouvait penser, à juste titre, que l'État grec, peut-être qu'il y avait beaucoup de défauts dedans, dans l'esclavage. Et Hegel pouvait-il supposer que la raison soit pleinement réalisée s'il y a des esclaves? Ou dans l'État romain, qui en avance un peu du point de vue droit par rapport à l'État grec, mais il y a encore tous ces défauts-là. Bon, évidemment, Hegel pense que la plongée dans le Moyen-Âge, c'est un recul immense. Et donc, dans la dialectique, il peut y avoir une idée de recul. C'est-à-dire qu'une société peut non pas avancer, mais reculer. Donc ça existe. Pour Hegel, d'ailleurs, comme pour Marx, les sociétés qui sont en dehors de ce cheminement, dans les sociétés asiatiques, l'Inde, la Chine, c'était des sociétés bloquées en dehors même de la raison. Ils appelaient ça le despotisme asiatique. Donc l'idée, elle est ancienne. L'idée, elle est ancienne. Qu'il y a une mort des idéologies. En tout cas, ce philosophe l'a dit. Puis, ça a été une traînée de poudre. Chez Alton Marfea. Tout le monde en parle. Ça y est, la fin des idéologies, c'est très bien.
cela signifie en profondeur que ce monsieur et l'ensemble des systèmes de communication, d'information, de diffusion des idées ont proclamé que nous avions atteint la fin de l'histoire. Ou alors son début. On ne sait pas très bien, parce que pour Hegel comme pour Marx, le début de l'histoire, c'est la fin de l'histoire conflictuelle. C'est l'entrée dans une histoire sans conflit, dans laquelle l'homme peut se réaliser. C'est-à-dire qu'il peut réaliser ses rêves, réaliser son humanité. Chez Hegel, il se réalise en tant que raison. Chez Marx, il se réalise en tant qu'être social. Voilà. Et se réaliser en tant qu'être social, c'est se réaliser sans voir d'abord dans l'homme qui est autre, un ennemi, mais en le voyant comme un frère. Quand l'homme devient le frère de l'homme. Et donc l'homme est sorti du statut de homme, est un loup pour l'homme, dont parle Hobbes. Et pour Hegel, c'est la même chose. C'est que l'homme va reconnaître dans l'autre homme un être qui lui ressemble, un être de raison. Et qui donc, grâce à la raison, grâce à cette capacité de la raison, peut rentrer en rapport avec lui, non pas simplement comme conscience immédiate, c'est-à-dire il est là, il est en face d'un autre, mais il va rentrer avec lui comme conscience développée, c'est-à-dire comme intelligence. Et si ce sont deux êtres rationnels, ils peuvent vivre sans conflit. Donc sans passer par le conflit matériel, par la lutte, par la confrontation. Et là, l'homme rationnel devient le miroir de l'homme rationnel, et les deux peuvent résoudre leurs problèmes en passant par l'idéation, par la raison. Et donc, c'est la fin de ce processus qui a été engagé dans la dialectique du maître et de l'esclave, du serviteur et du maître. Quelle est la différence? On a déjà vu cette dialectique du maître et de l'esclave, c'est que ce sont deux hommes qui vont se confronter d'abord pour se reconnaître. C'est-à-dire, qui est cet autre-là? Il est qui? Et lorsqu'il rentre en conflit, c'est un conflit à mort, dans lequel Hegel explique que c'est le moment où l'homme est en face de la question fondamentale de la mort. C'est important. C'est important. C'est à ce moment-là qu'on devient homme. Parce que c'est ça qui nous différencie de l'animal. L'animal, lui, va rentrer face à la mort dans la peur. Il va reculer pour ne pas mourir. Le conflit entre deux animaux, c'est un diable pour ne pas mourir. Il dit, on ne devient homme, véritablement homme, que lorsque on aura surmonté cette peur et qu'on est prêt à mourir pour être. C'est important, volonté. C'est ça la dialectique. Et ça, c'est en liaison directe avec ce que nous vivons. Direct. C'est qu'il ne faut pas avoir peur de mourir pour être. Si vous avez peur de mourir, vous n'êtes pas. Bon, maintenant, comment est-ce que affronter l'idée donc, de la mort, du néant, elle a pu naître à ce moment-là, chez notre peuple, etc. Pourquoi à ce moment-là précis? On peut en discuter. Pourquoi ont-ils senti qu'on pouvait le faire? Ça aussi, c'est autre question sur laquelle on peut revenir. Nous en sommes encore toujours à cette histoire importante de l'idéologie. Peut-elle mourir?
existe-t-elle, etc. Alors, c'est l'animal qui apporte la mort. Mais l'animal, parce que nous sommes des animaux, même pour Hegel, nous appartenons à la zoologie, si je ne me trompe pas. Non. Nous sommes aussi des êtres zoologiques, tout comme n'importe quel mammifère. Comme n'importe quel mammifère. Et puis il y a quelque chose de différent entre le sapiens et les autres mammifères. Et bien cette différence, c'est non seulement la conscience, c'est la capacité de l'esprit, mais c'est aussi et d'abord fondamentalement la capacité à affronter la mort et donc même d'imaginer que pour être, il faut peut-être mourir. Dans l'affrontement du maître et de l'esclave, donc il y en a un qui va dire attention, moi je ne veux pas mourir, donc je vais fuir. Je vais accepter la servitude. Eh bien, vous n'en avez pas fini avec la dialectique. Tout comme vous n'en avez pas fini avec Hegel. Parce qu'au moment où l'autre renonce à la liberté et se met dans la servitude, c'est lui qui devient un homme. Bizarre. C'est bizarre. Non, c'est la dialectique. C'est la façon de voir. Parce qu'au moment où il va, lui, renoncer à la liberté pour tenir à la vie, il a cette supériorité sur le maître qui est la conscience de la mort. Il a conscience de ce que c'est la mort. Et ça le met au même niveau, et peut-être même à un niveau supérieur. Ce n'est pas contradictoire. C'est la contradiction elle-même. Que lui, il a eu conscience de la mort. Mais pour avoir conscience de la mort, il faut déjà ne plus être un animal. Alors si vous imaginez le chat, ou le loup, il a peur de la mort. Donc dans la confrontation avec un autre chat, avec un lion, vous voyez quelqu'un être vainqueur. Et vous allez avoir quelqu'un qui va fuir. En général, il fuit. Ils ne se battent pas jusqu'à la mort. En général, d'ailleurs, ils se battent. C'est dans une dynamique de la vie. C'est pas dans une dynamique de la mort. Parce que le choix des animaux, de certains animaux en tout cas, dans l'accouplement, dans le mariage. Pour certains animaux, oui, c'est un mariage. Eh bien, les femelles choisissent les mâles les plus aptes à sauver l'espèce. Et donc, ce n'est pas une bagarre d'ego, si vous voulez. Non, c'est une lutte pour la survie de l'espèce. Si on choisit, on laisse les faibles, ils n'ont pas droit. Et donc, ils n'ont pas conscience de la mort. Celui qui a conscience de la mort, c'est celui qui a conscience du néant. Et donc, celui qui est mis comme esclave dès le départ, celui qui accepte la servitude, il va, lui, être aussi humain que le maître, parce qu'il s'est élevé à la conscience de la mort, de ce qu'est la mort. Après, bon, entre le maître et l'esclave, il y a le fait que l'esclave qui sert le maître va devenir indispensable au maître. Et ils vont devenir le maître. Il va devenir le maître parce que le maître ne peut plus se passer de lui. Il ne sait plus faire beaucoup de choses. L'autre a appris à faire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas seulement pour cela, dans la dialectique de Hegel. C'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus fin, nuancé. Quand le serviteur accepte de servir le maître, d'une certaine façon, si vous vous souvenez des cours qu'on a fait sur Freud, mais qu'on n'a pas encore fait sur Lacan malheureusement,
c'est que pour être le maître, il faut d'abord se soumettre au désir de l'autre. Bon, ben pour ne pas compliquer les choses, c'est comme si une maman qui vient d'être parturiente, qui vient d'avoir un enfant, va se soumettre au bébé. Elle va en faire son maître. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient maître, elle, dans la relation du bébé. Se soumettre au désir de l'autre. Se soumettre, c'est le mot qu'utilise Hegel. C'est naître. Se soumettre, c'est naître. Mais cette dialectique de Hegel, si on doit bien la comprendre, c'est que c'est le moment qui exprime la lutte à la frontière de la zoophilie, enfin, pardon, de la zoologie. De la zoologie. Et de l'humanité des hommes en tant qu'hommes. Et donc c'est le passage à l'humain. Tout comme chez Marx, alors, dans ce cas-là. C'est-à-dire que la dialectique du maître et de l'esclave, c'est la dialectique d'avant la reconnaissance réciproque de l'homme avec l'homme. C'est une étape primitive. La lutte du maître et de l'esclave, c'est une lutte primitive. C'est pas ça qui nous fait. Ce qui va nous faire homme, c'est le dépassement de cette phase. Ce dépassement, c'est quand il n'y aura plus ni de maître, ni d'esclave, mais une relation à la raison. Évidemment, là-dessus, chez Hegel, Fukuyama, il est loin derrière. Il est très très loin. C'est-à-dire du point de vue du concept, du point de vue de l'analyse, du point de vue de la dialectique, du point de vue de la profondeur de la visée humaine. De la visée humaine. Parce que Hegel et Marx, ils désignent une visée humaine. Dans la fin des idéologies, il y a une fin de l'humain. Ce n'est pas le début de l'humanité. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a désigné la naissance d'un vainqueur. C'est la célébration d'une victoire. Mais dès que vous célébrez une victoire, bon, dans l'occurrence, c'est la victoire du modèle de type capitaliste sur le modèle socialiste. Bon, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. On va dire c'est la victoire du modèle capitaliste sur le modèle socialiste. Bon, évidemment, nos amis communistes vont dire oui, mais c'est sur... ils ont remporté la victoire sur le socialisme réel. Oui, bon, moi aussi je peux leur dire, mais c'est le capitalisme réel qui a vaincu le socialisme réel. Mais c'est pas, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a une victoire. Mais comment est-ce qu'on peut célébrer une victoire de cette façon? C'est-à-dire que nous en sommes toujours dans la célébration de la victoire au moment du conflit dont parlait Hegel entre le maître et l'esclave. Ou là, au moment du conflit de classe dont parle Marx. Donc, dans cette célébration, on ramène l'esprit du conflit. Et donc, ce n'est pas un esprit de paix. À partir de là, on va célébrer la mort des idéologies. Donc, je voudrais vous dire que je soupçonne, derrière la phrase de ce philosophe américain, qu'en célébrant la mort des idéologies, il célèbre la mort du communisme. Mais alors pourquoi? Parce qu'il y a un pourquoi. Pourquoi il célèbre la mort du communisme? Eh bien pour une raison très très idéologique. C'est que ce qu'on reproche dans la pensée du monde capitaliste, ce qu'on reproche au communisme, au socialisme en général, mais le socialisme en général, attention, il faut qu'on soit clair. Le communisme tel que nous le connaissons en Algérie, c'est dire parti communiste.
Ça, c'est dire Marx et Lénine, Mao. Dans le monde occidental, vous êtes communiste si jamais vous réclamez la sécurité sociale pour les travailleurs. C'est pas compliqué. Vous avez vu la bagarre immense qu'il y a eu aux États-Unis sur l'Obamacare, qui vraiment, il y en a des miettes données aux gens pour avoir un petit remboursement des médicaments. Et donc, la notion de communisme, chez eux, elle est étendue jusqu'à peut-être la femme de ménage qui, en sortant de la maison, تقول لها ودي شوف هذاك الشيفون تاعك قديم تعطيهولي تقول لها راك رجعتي سوسياليست تقسمي معايا. Attention. Ici, dans la bouche de ce philosophe, le communisme, il commence probablement à la revendication d'un droit social élémentaire. Par exemple, le droit à une école gratuite. Ben oui, ben les étudiants aux États-Unis, ils s'endettent à mort pour aller à la fac. Ce qui n'est pas notre cas ici. Ce qui n'est pas notre cas ici. Ah, mais revenons à cette mort des idéologies. C'est qu'il présente le capitalisme comme étant un système réaliste. Un système qui correspond à la nature de l'homme. Et la nature de l'homme, dans ce système-là, serait que l'homme aime le profit. Il cherche son intérêt. Et même y compris en étant un peu ou beaucoup un loup pour l'autre homme. Vous vous souvenez quand il y a eu en 2009 ou un truc comme ça, les mesures dites de patriotisme économique. Parce qu'il y avait des problèmes 2008, c'était la crise financière mondiale, les revenus d'Algérie chutent, et ils prennent des mesures pour diminuer les importations. Voilà. Et bien, quand ils prennent les mesures pour diminuer les importations, et tout le monde a crié, enfin ils ont appelé ça des mesures de patriotisme économique, toujours dans le cadre de l'esprit de l'emprunt, emprunter aux autres. Et là, pas simplement, là, il ne s'agit pas d'argent, il s'agit d'idées. C'est que quand la crise de 2008 a frappé à travers le monde, en Europe, eh bien les Français, en France, on a commencé à dire achetez français. Qu'est-ce que vous achetez chinois? Parce que leur économie a été en difficulté. Elle a été en difficulté. Pour sauver leur économie, qu'elle a acheté français. Bon, même pas européen. C'est pour ça qu'on l'a appelé patriotisme économique. Comme nous n'avions pas nous-mêmes la main sur notre propre économie, ni sur notre propre pensée, eh ben on a évité, on les a appelés des mesures de patriotisme économique. Voilà, on a emprunté le mot. Bon, elle consistait en gros à importer un peu moins de bananes et un peu plus de médicaments. C'est le patriotisme. C'est comme aujourd'hui, quand ils ont, soi-disant, décidé de diminuer les importations, immédiatement ils ont ouvert les importations. La première des choses, ils ont ramené des bananes à 700 dinars le kilo, c'est-à-dire un kilo de banane aussi cher qu'un litre d'huile d'olive. Et puis, vraiment, comme si on en avait besoin, les avocats à 2000 dinars, et surtout, ils ont importé de la mayonnaise, qui m'a calculé une dame. C'est-à-dire, même la mayonnaise, on est devenu incapable de la produire. Bref, revenons à ça. Donc, à cette 2009, les mesures de patriotisme économique, quelqu'un a fait un grand laïus contre ces mesures économiques, il s'appelle Tayyip Hafsi, qui est professeur de management au Canada, et qui dit attention, c'est le retour de l'étatisme et du socialisme. Déjà, il y a
que le socialisme c'est l'étatisme, c'est déjà un problème de concept, est-ce que c'est vrai ou faux. Maintenant, la longue explication de Théo contre ces mesures-là, il dit la nature de l'homme, c'est de chercher le profit. Et donc si vous faites ça, c'est que vous n'êtes pas réaliste. Vous n'êtes pas réaliste. Vous allez contre la nature humaine. Ici, le mot idéologie, il prend le sens précis, concret et combatif de dire, mais c'est de l'utopie. C'est-à-dire le socialisme, c'est de l'idéologie parce que c'est de l'utopie. L'utopie d'une société juste. Et donc il nous fait, c'est-à-dire qu'il prend un mot pour cacher un but. C'est-à-dire, on va nommer idéologie tout ce qui est de la nature de l'utopie. De la nature d'un rêve humain, que les hommes soient frères, qu'ils soient plus des loups pour les uns pour les autres, c'est qu'il y ait de justice, d'égalité, de solidarité, etc. L'idéologie, ici, ne signifie pas l'opposition à une autre conception de la vie. Non, ça signifie la mise hors jeu. L'idéologue, c'est celui qui n'est pas réaliste. Donc l'idéologue, c'est celui qui est en face de vous. Voilà. Mais le réaliste, celui qui est capable de diriger le monde, ce n'est pas l'idéologue. Nous avons donc déjà ici cette correspondance que la mort des idéologies, c'est la mort du communisme. C'est la mort de l'idée communiste. Parce que le communisme, ça appartient à cette marche à l'utopie. Voilà. C'est ça la mort des idéologies. Or, le problème, c'est que à ce moment-là, à cette époque, il y a eu un immense changement qui nous regarde, qui nous intéresse, nous, l'Algérie, et qui nous regarde de près aujourd'hui, maintenant que nous sommes là où nous sommes, c'est-à-dire dans un moment de conflit. Je vais répondre aux questions. C'est le triomphe, quand je disais le capitalisme réel qui a transformé, qui a vécu, qui a eu raison du socialisme réel, c'est que ce capitalisme réel qui a eu raison du socialisme réel, c'est le capitalisme financiarisé et globaliste. Ce n'était plus des capitalismes nationaux. Ce n'est pas le capitalisme français, ou l'anglais, ou l'allemand, ou américain, même américain, qui a vécu le camp socialiste. C'est déjà le capitalisme mondialisé, c'est-à-dire une immense concentration de forces productives, de capitaux et d'une nouvelle organisation du monde. Cette organisation du monde, bon, elle a reposé sur une série de points stratégiques, le contrôle des routes de l'énergie, c'est-à-dire les routes du pétrole, entre les mains des Américains, le contrôle de l'Eurasie et le début de ce qu'on appelle l'externalisation de la production industrielle, c'est-à-dire que les ateliers passaient de l'Europe à la Chine, ou en Malaisie, ou à la Chine, à Taïwan, ou ailleurs, Corée du Sud, mais d'abord essentiellement vers la Chine. Eh bien, on a débarrassé la vieille Europe, mais aussi les États-Unis eux-mêmes, de tout ce qui était les grands bastions industriels, la métallurgie, la sidérurgie, les mines, tout ça on a débarrassé sans Chine. C'est-à-dire qu'on a transféré, avec l'industrie européenne, on a transféré la lutte des classes
Non, pas les Marx. S'il n'y a plus de lutte des classes, il y a la mort des idéologies. Elles meurent faute de lutte. Ce qui signifie que Hegel et Marx, les deux ont raison, que s'il n'y a pas la contradiction, il n'y a pas le développement. S'il n'y a pas l'affrontement, il n'y a pas le développement de la conscience. Regardez, vous observez. Le retour des idéologies, c'est qui? Sous nos yeux, tout de suite là, les gilets jaunes. On croyait les idéologies mortes. Les gilets jaunes, la bagarre. Et ça a été la levée de bouclier. Attention, l'antisémitisme est revenu. Attention, l'utopie est revenue. L'utopie est revenue. Comment ça, vous voulez une vie digne? C'est pas possible. Il y a donc une connexion profonde entre les bases sociales de la confrontation et le domaine des idées. Alors, évidemment, bien sûr, pendant 20 ans, il n'y a pas eu de lutte des idées. Maintenant que le Hirak est né, il y a donc des contradictions qui sont nées, et nous allons voir sous nos yeux une lutte des idées immense et intense. Mais il faut en finir avec cette histoire à la fin des idéologies. Elle a été accompagnée de cette espèce de triomphe, comment on appelle ça, sans fin. Et on a inventé donc des concepts pour nous entraîner dans la croyance que les idéologies sont mortes. Eh bien, le concept, c'est le postmodernisme. Bon, vous voulez savoir ce que c'est. Ne vous cassez pas la tête, ça ne veut rien dire. La modernité, c'est Hegel. Ce qu'on appelle la modernité au niveau de la pensée. La modernité au niveau historique, c'est la découverte des Amériques. 1492, chute de Grenade, découverte des Amériques. L'ensemble des historiens européens vont dater la naissance de l'époque moderne, c'est-à-dire celle de l'inventivité, des découvertes, etc., en 1492. Mais du point de vue de la pensée, de la philosophie, nous sortons de la scolastique du Moyen-Âge, nous sortons d'Aristote, nous sortons de saint Thomas d'Aquin, enfin en Europe, eux, ils sortent. Qu'on a mis entre deux pôles de la pensée. Et deux pôles qui sont immenses. Immenses. Vous devriez vraiment vous intéresser à ce deux pôles immenses. C'est Ibn Rushd, qui est l'interprète le plus avisé, le plus développé d'Aristote dans notre monde musulman. Et puis vous avez le père de la dialectique historique. Le vrai Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, celui qui a donc été le créateur de l'idée d'une histoire théorique. C'est-à-dire que les événements que vivent les hommes, les guerres, les dynasties, la naissance et la mort des dynasties, ce n'est pas le fait du hasard, c'est le fait d'une logique qui est une logique de type matériel liée à la qualité ou des moyens de subsistance. Ça vous rappelle Marx, vous avez raison. Voilà. Mais ce sont des géants, vraiment. Donc eux, ils sortent de là. La modernité, c'est la pensée hegelienne. C'est la pensée hegelienne, c'est ça la modernité. C'est la dialectique. C'est l'idée qu'il y a dans la nature l'existence d'une contradiction au sein même des choses qui fait que tout est mobile, tout bouge, tout change, tout se développe. Tout. Et quand on nous dit postmoderne, c'est-à-dire nous sommes arrivés à l'époque où plus rien ne bouge. Alors dans la dialectique de Hegel, puisque il faut quand même qu'on profite pour avancer au plan de la philosophie,
la différence entre Héraclite et Hegel. La différence. Et la différence des deux avec Socrate. Je sais que chez Socrate, la dialectique, c'est la confrontation des idées. C'est comment, en se confrontant les idées, on va trouver ou ne pas trouver la vérité. Et donc, la dialectique, c'est une méthode, c'est une façon de faire. C'est pas une matérialité, c'est pas quelque chose de matériel. Non, chez Héraclite, c'est matériel. Chez Héraclite, il dit la nature change. Elle ne reste jamais telle qu'elle est, elle change, elle se transforme, elle aboutit à un résultat, et puis elle revient à sa forme première. C'est pas l'homme, c'est pas la pensée, c'est pas la parole de l'homme qui crée la dialectique. La dialectique, elle est dans la nature. C'est ce que pense Hegel. Sauf que Hegel va peut-être, enfin pas peut-être, non, il va reprocher à, comment il s'appelle, à Héraclite, d'être trop naturaliste. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est la dialectique de la nature, elle est dans la nature, mais pas seulement dans la nature. Elle est dans la conscience humaine, elle est dans les phénomènes non matériels. Et c'est ça la modernité. C'est vraiment ça la modernité. C'est de penser de façon dialectique. C'est de savoir que tout change, tout se transforme, tout devient. Qu'est-ce qui les gêne fondamentalement? Qu'est-ce qui peut aller gêner à ces idéologues bourgeois? Et je ne parle pas de Marx, je parle de Hegel. Je l'ai fait exprès aussi. D'abord parce que je considère que Hegel, la dialectique que nous avons héritée de Hegel, elle est infiniment, elle est dans toute sa richesse, alors que celle de Marx, elle a été recalibrée par les partis communistes à cause de leur besoin de vulgarisation. Quand on vulgarise, on diminue, on esquinte. Bon, c'est pas la faute de Marx, mais c'est notre réalité aujourd'hui. Et donc, chez Hegel, il y a l'idée du devenir. Il y a l'idée du devenir. Il y a un devenir qui est en route. Or, pour eux, la chute du camp socialiste, c'est qu'il n'y a plus de devenir. Voilà pourquoi ils y tiennent. Alors ils nous disent, bon, alors nous sommes dans le postmoderne. Bon, alors impossible. Bon, c'est difficile à comprendre, tellement c'est simple. Tellement c'est simple comme entourloupe. Tellement. Dans le postmoderne, nous n'avons plus besoin d'aller selon les normes de la science et les normes de la philosophie telle qu'elle est arrivée avec Hegel, à aller chercher s'il y a un rapport entre le discours et la réalité. Donc, postmoderne, ce n'est pas la peine de vous casser la tête, savoir si c'est vrai ce qu'on raconte ou pas. Le récit se suffit à lui-même. Le récit se suffit à lui-même. Et donc là-dedans, qu'est-ce qui est important? Eh bien, c'est l'image, c'est l'association des concepts, c'est... on s'appuie un peu sur les perceptions, sur le génie orwellien. Putain, Orwell. comment le discours peut créer... Oui, le discours peut créer une réalité. Oui, bien sûr. Mais pas pour les raisons qu'on dit. Parce que les croyances sont actives. Quand les gens croient à quelque chose, ils passent à l'acte. Quel est le rapport avec notre Hirak? Eh bien, c'est que nous sommes en plein dans la crise des idéologies. Voilà. En plein. Dans la crise des idéologies. Le débat est interdit, de fait, par les gens qui sont dans cette mobilisation populaire. Il est interdit de fait, puisqu'il est interdit de penser les buts des Hirak. Voilà. Voilà, nous sommes là, nous sommes unis. Rien ne doit venir déranger l'unité
chaque fois, bon, par exemple, comme Ben Saad, ils l'ont appelé pour son grade, juste parce qu'il a fait ce long exposé dans lequel il rappelle quels sont les signes, indubitables du mouvement des haute-port. T'as les printemps arabes, là t'as les révolutions colorées. C'est des signes indubitables. Arofin, on les connaît. Ils sont là. Si on veut réfléchir et dire, mais pourquoi il y a ces signes? Mais si jamais on fait un pas plus en avant, on se demande, d'accord, allez, on veut le changement, mais pourquoi? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a au but? Quel est le but? Pourquoi on le fait? Il y a le rappel à la nécessité d'unité. Comme si l'un devait abolir le multiple. D'abord, du point de vue de Hegel, ça n'existe pas. C'est-à-dire, toute unité, si la loi de la dialectique elle est vraie, il y a contradiction à l'intérieur, c'est-à-dire à la base. Mais comme c'est un phénomène humain, donc la contradiction, elle existe non seulement dans le mouvement lui-même, mais aussi dans les représentations du mouvement. Ça veut dire quoi, concrètement? C'est vrai. Ça veut dire que le mouvement, il est constitué d'ouvriers. Il est constitué de professions libérales. Il est constitué d'étudiants. Mais il est constitué de plusieurs autres catégories, les commerçants, les artisans. Il est même composé du secteur informel. Et il y a des patrons, et etc., etc., etc. Or, comment penser à l'intérieur de cette unité, comment penser la pluralité? Eh bien, on ne peut pas la penser si on ne la pense pas. Si on la nie, si d'emblée, vous n'allez pas parler de la pluralité du mouvement lui-même. Et donc on est au départ déjà mis en demeure de ne pas réfléchir. Le deuxième niveau, c'est un niveau encore plus terrible, parce que c'est le niveau de la conscience. Alors comment se représente le Hirak? Qu'est-ce que c'est? C'est une révolution ou pas une révolution? Nous avons parlé de ça. Est-ce que c'est une révolution? Si c'est une révolution de quel type? C'est une révolution contre qui? Contre le capitalisme, contre qui? Bon, nous avons répondu en partie. Mais cette réponse, elle a été insuffisante. Pourquoi? Parce que si on doit revenir encore à Hegel, c'est chaque moment de la vérité est temporelle. Une vérité, elle est toujours relative, elle est temporelle. Ce qui est vrai aujourd'hui, Newton est vrai quelques années après, enfin quelques années, un siècle après, vient Einstein, et ce que dit Newton reste vrai, mais reste vrai juste par la gravitation universelle, pour la théorie mécanique de l'univers. Là, on passe à un autre domaine. La théorie de Darwin ne peut pas expliquer ce qu'explique la relativité générale. Ne peut pas. Et donc, nous sommes déjà dans cette temporalité. Mais cette temporalité du Hirak, est-ce qu'elle est une naissance? Bon. Tu me regardes comme ça. Daïg, il ne peut pas y avoir de naissance. C'est clair. Parce que c'est lui qui se le dit. Parce que chaque moment est le produit d'un moment précédent. Même si dans ce moment précédent,
On n'a pas vu le mouvement. Parce que le mouvement, il est incessant, il ne s'arrête jamais, même imperceptible. Tu ne le vois pas quand le bourgeon il travaille pour que sorte la fleur qui va tuer le bourgeon. Ensuite, il va donner les fruits qui va la tuer. Et donc, nous sommes dans une relation de constante négativité. Ce qui est né de quelque chose qu'au moment de sa naissance, il va tuer. Alors nous allons parler de ce qui s'est passé avant. Dans les 20 ans de silence, maintenant, c'est comme ça qu'on parle. À l'époque, un silence. D'abord, c'est faux. Il y a des matins. Factuellement, c'est vrai. L'année de son élection, il y a eu des garabuges. 2004, deuxième mandat, il y a eu des garabuges. Diabel Fli, je ne sais pas quoi, l'armée, il y a eu des garabuges. Et je m'en souviens. Troisième mandat, kiff. Il y a eu des garabuges, ça a bougé. Pendant tout ce temps-là, ça a bougé. Mais figurez-vous qu'il y a des moments où ça a beaucoup bougé. Ça a bougé très fort. Alors je vais essayer de reprendre rapidement, si vous le permettez, mais sans vous donner de date, parce que les questions que vous m'avez posées, vous me l'avez posées quand je suis arrivé. D'abord, il y a eu la naissance des syndicats autonomes. Et la naissance des syndicats autonomes. Et donc ça a bougé. Il n'y avait pas rien. Non seulement il y a eu le syndicat autonome, mais parmi ces syndicats autonomes, il y en avait un qui était extrêmement actif. C'est le CLA, qui était dirigé par... j'ai oublié son nom. Il est mort. Oui, non, dès qu'il est mort il y a longtemps, de crise cardiaque. Et son actuel responsable vient de mourir de crise cardiaque. Mais ils ont fait des grèves énormes, avec répression par la police, d'armes, etc. Et la naissance d'un clan, dans les anciens secondaires. Ce n'était pas le seul syndicat. Il y en a eu un autre qui a fait des grèves retentissantes. Il y a eu des grèves de lycéens. Je me souviens, en 2007, des grèves de lycéens pendant lesquelles, figurez-vous, ont été utilisés, non pas Internet, mais les téléphones portables. C'est par SMS qui sont organisés à travers Alger. Ben là, vous vous souvenez, si vous avez été gréviste à l'époque. Ah, donc il y a eu du mouvement. T'inquiète, il y a eu la grève des médecins. Il y a les médecins qui ont été matraqués. Je ne parle pas de la grève des résidents. Non, la grève des médecins. Ils ont matraqué même des profs. Il y a eu la grève des profs d'université, de vénérables professeurs d'université, vous vous rendez compte? Ils ont reçu sur la tête. Il y a eu le printemps arabe avorté en Algérie. Le printemps arabe avorté, c'est pendant qu'il y avait le phénomène en œuvre en Libye. Par quel miracle, je ne sais pas, le prix de l'huile, le prix du sucre, le prix... Fin 2010, entre novembre et novembre 2010, il y a eu une augmentation à plusieurs reprises de produits de première nécessité, comme l'huile, le sucre. Bon, visiblement, il y avait un problème. Comment est-ce que ça augmente comme ça aussi vite? Donc c'était visible qu'on cherchait un mécontentement populaire qui n'a pas éclaté, qui a éclaté à moitié. La plupart des gens qui ont fait des émeutes, ils ont fait des émeutes à Belcourt, Babeloued un peu, Barraqi. La plupart du temps, les gens ont avoué avoir été payés. Donc ça a bougé. Puis nous avons eu le rassemblement d'un certain nombre de syndicats autonomes qui étaient nés dans le CNAPEST
c'était à Malawi, je crois que c'est Malawi, lequel et qui crée une instance qui s'appelle la CNCD, la Commission nationale pour le changement démocratique. Oui, et puis ils se mettent à faire des manifestations. Ils sortent dans la rue. À ce moment-là, la Libye était déjà sous les bombes. Elle était déjà sous les bombes. Et le printemps arabe était devenu, disons, un peu à la mode. Allez, si vous ne faites pas le printemps arabe, vous êtes demandé. C'était quasiment cela qu'on nous disait. Et BHL avait dit, ça devait laisser penser que le printemps arabe n'est pas pris en Algérie. Bon, la CNCD s'est créée, Badel s'est divisé en deux, et comment ça s'appelle, les RCD, Saïd Saadi, ont pris le train en marche. Ils sont venus après, en tant que leader. Donc, c'était les manœuvres syndicats. Ouais, donc, le RAJ, Rassemblement, Action Jeunesse. Ah, donc, c'était les ouvriers, les khademans. Ils devaient lancer le mouvement. Et une fois que le mouvement était lancé, venaient les chefs, les futurs dirigeants. Bon, ça a été un lamentable échec. La réalité, c'est que lorsqu'ils allaient au champ de manœuvre, ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient vraiment pas nombreux. Les gens regardaient, bon, ils ne suivaient pas. Et il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. À ce moment-là, le RCD et Saïd Saadi ont décidé de faire une marche tous les samedis. Après l'échec. Et les États-Unis, excusez-moi, les États-Unis, c'est pas le Botswana, c'est les États-Unis qui ont intimé l'ordre au gouvernement algérien de les laisser manifester. D'ailleurs, ce qui était bien, c'est qu'ils manifestaient avec ses gardes du corps. Mais ça a été un lamentable échec, ça a échoué. Sur plusieurs samedis, un jour, il a arrêté. Et il y a eu un grand débat. Il y a eu un grand débat. À l'époque. Un débat provoqué par Kidam, qui est mon ami, qui est mon frère, qui est tout ce que vous voulez. Ben Saada, qui crée un livre arabesque américain dans lequel il étale, il montre, avec des captures d'écran, que cet printemps arabe qui avait échoué, eh ben, était organisé par des gens qui avaient reçu l'argent des Américains. L'argent des Américains. Jazairuna, la Ligue des droits de l'homme, Bouchachi. Oui, 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 il a reçu, oui, absolument. C'est des documents. La faute personnelle, c'est que je n'ai pas archivé le document qui signalait qu'il avait assisté à une réunion à Amman en 2006 avec Condoleezza Rice sur le Grand Moyen-Orient. Bon, je le dis, mais j'ai dit je regrette. Si quelqu'un me dit allez, je t'accorde, il aura raison, parce que je n'ai pas archivé. Mais il a assisté à cette réunion. Et il y a eu donc ce débat. Il y a eu lutte. Il y a eu lutte. Bon, si je ne faut pas le baisser, c'est bien pour vous dire qu'il y a eu lutte. Ici, en Algérie, en dehors de l'État, en dehors du gouvernement, en dehors, par des gens qui étaient à la fois opposés au gouvernement et qui étaient opposés à cette subversion des États impérialistes. Voilà. Donc il y a un nom, Mzaada. Il y a un autre nom. Mais à sa manière, il l'a fait. C'est Abdelali Merdasi, qui vient de faire une lettre absolument remarquable et que les gens devraient lire avec attention, tellement les mots sont pesés. Et moi aussi. Puisque mon bad, oui,
Bien sûr, Jeune Afrique, il m'a demandé un texte. Il m'a demandé un texte. Je lui ai dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Ça aurait dû marcher. Oui, ça aurait dû, mais ça n'a pas marché. En Algérie, il y avait différentes raisons. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais utilisé, bon, mais écoutez, le peuple algérien n'était pas là à attendre d'exaucer vos voeux. Si ça a marché en Tunisie, en Libye, etc. Et donc, à l'époque, nous qui étions des opposants au pouvoir et des opposants qui avons été réprimés. Réprimés, c'est pas... parce que je vois sur ma page Facebook, c'est beau, je dis tout. Réprimés. Et réprimés, c'est à ça. Mais nous étions à l'encontre de l'impérialisme. Celui qui a installé la caste des oligarques et celui qui manipule les associations. Mais à l'époque, on a eu débat. D'accord. Mais à l'époque, on a eu débat parce que le peuple était absent. Et donc, quand le peuple est absent, la voix des minorités faibles qui mènent, elle se fait entendre. Toi, tu me regardes avec un peu. Je vais te donner un exemple. Voilà la voix du MAC aujourd'hui. Inaudible, la cache. Parce que la clameur du peuple, elle a tout écrasé. Et cela veut dire qu'en 2011, il y a eu échec d'associations, d'organisations qui étaient déjà payées par les Américains. Ils étaient payés. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été payés, puisqu'ils ont continué à être payés bien plus tard. Alors qu'il fait ça. C'est-à-dire quand il y a le Hirak, les jeunes sortent à partir du 5e mandat. Quel est le problème fondamental? C'est qui c'est qui va prendre la direction? C'est qui c'est qui va diriger? C'est un éléphant qui est sorti. Énorme. Mais l'éléphant, il se fait diriger par un cornac. Ouais, il peut diriger. Le problème, c'est que tout mouvement de ce genre, qui a été bâti sur la négativité, c'est-à-dire c'était le refus du 5e mandat. Évidemment, c'est une négativité féconde du point de vue dialectique. C'est ça qui a fait naître le mouvement. Mais la négativité est un moment de la vie. Ce n'est pas le contraire de la vie. Et nous sommes tout le temps dans la négativité. Elle est un moment de la vie. Après, nous allons avoir la négativité se développe. C'est du 5e mandat, on est passé à autre chose. Non aux voleurs, non à ceci, non à cela. Et puis nous sommes passés encore à autre chose. C'est les images de Bouboulé, les images de Belmehidi. C'est-à-dire qu'en cours de route, cela s'est développé. Comment se sont passées les révolutions colorées, aussi bien dans les pays de l'Est que dans les pays arabes? Eh bien, elles se sont déroulées sur la base du principe de la coalescence. Qu'est-ce que c'est la coalescence? Tous les programmes, dans la Banque mondiale, dans les FMI, dans les réformes libérales, comprennent, et ceux qui nous les conseillent le savent, comprennent la casse, la destruction de l'idée de destin solidaire. Le destin solidaire. Pas dire on veut construire un pays où tout le monde a droit à la vie, au travail, à la santé, etc. Et on vient nous abreuver, bon, mais ça c'est pas naturel. C'est de l'utopie. Non seulement c'est de l'utopie, mais c'est de l'idéologie. Et dans vos histoires, vous donner des études gratuites aux futurs médecins, ben, c'est l'idéologie, c'est l'utopie. Et il va gagner de l'argent après. Alors il paye maintenant. Et ainsi de suite. C'est ça l'idéologie.
de l'organisation globale du pays les idées solidaires. Bon, comme maintenant, c'est un peuple d'assister. L'État n'a pas à être l'État vache à traire. L'État n'est pas la vache à lait. Et ici, on était ce pays qui a assisté. On a commencé à faire des calculs. Voilà combien on dépense pour soutenir les prix des produits de première nécessité. Le pain, le lait. Alors que lorsqu'il y a des réformes qui sont introduites par le FMI et par la Banque mondiale, il y a quand même des choses à voir de plus près. Alors voyons-les de plus près. Voyons-les de plus près. La première des choses est qu'on nous dit les entreprises de l'époque de Boumediene ou de l'époque socialiste, elles sont en sureffectif. C'est parce qu'il y a sureffectif qu'elles ne sont pas rentables. Et dit donc qu'il faut dégraisser. Eh bien, c'est de l'utopie, c'est pas de l'économie, c'est pas du réalisme. Il est plus réaliste de les mettre dehors, et après, l'entreprise va devenir rentable. À tous les coups, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez les gens dehors, et au moment où vous les mettez dehors, même en obéissant à un FMI, les gens sont obligés de mettre des programmes d'aide aux pauvres. Donc on a commencé par enlever les sureffectifs dans les entreprises, mais pour les enlever, il fallait mettre le couffin des ramadans. C'est-à-dire l'argent, on le dépense. Sauf qu'on le dépense sans la dignité. Quand on transforme, c'est ça, transformer un peuple en peuple assisté. Ce qui est indigne, c'est que les gens aillent chercher un couffin à la mairie pour manger, alors qu'ils avaient un travail avec lequel ils vivaient. Mais si on a fait ça, c'est bien pour le transformer en mendiant, parce que jamais un mendiant fera la révolution. Ceux qui font des révolutions, c'est les gens qui sont attachés à la dignité, pas qui ont été soumis à l'indignité. Et donc l'argent qu'on perdait à moitié dans les entreprises, maintenant on va le perdre au triple et au quadruple dans des aides sociales qui humilient le peuple. C'est comme dans la réforme que prépare la Banque mondiale aujourd'hui. C'est le même principe. On arrête de soutenir le pain et le lait et on va maintenant faire un fichier des pauvres à qui on va donner un chèque. C'est vous criez l'indignité. Voilà. Ensuite, vous payez quand même de l'argent. C'est-à-dire que l'argent, vous le perdez. Mais vous le perdez tout en perdant la cohérence sociale, le tissu social, en le touchant, en brisant le rêve des hommes. Le rêve d'appartenir à un même peuple. Ce qu'ils ne nous disent pas, jamais, c'est que toutes les réformes du FMI débouchent sur l'octroi de budgets faramineux d'aide à la création des entreprises. Mais pas à la création des entreprises, tels les petits entrepreneurs, non. C'est des aides au capitalisme qui sont infiniment plus importantes que les aides données pour le lait, le pain, etc. Et ces conseils du FMI débouchent toujours sur la création de la désharmonie sociale. La désharmonie sociale, eh ben, c'est le fait qu'un épicier, bon, je n'ai rien contre les épiciers, sont susceptibles de toucher 10 fois plus qu'un médecin sur une même période. Et ça, je vous garantis que ça veut dire qu'on transforme, on renverse l'ordre de la morale, de l'éthique, de comment doit être construite une société, en faisant que les plus diplômés sont les moins payés. Le FMI, bien sûr, il le fait exprès. C'est pour expulser les cerveaux, pour qu'ils sortent, pour qu'ils partent. Et ceux qui appliquent ces orientations avec zèle, ben c'est les gens qui comptent recevoir en échange un soutien
de l'étranger pour briguer un jour ou l'autre un poste de ministre. Ça a eu lieu en Algérie. Bien sûr, les négociations en 1994 avec le FMI a permis à des gens de devenir de très très hauts responsables de l'État, dont notamment un directeur de la Banque centrale d'Algérie. C'est clair, c'est immense comme poste. C'est immense. Ou alors éventuellement un président de la République. Bien sûr. Quand on applique avec zèle. Si nous reprenons comme ça, alors, ces réformes créent le mécontentement, à la fois social, création de chômage, etc. Ils créent le mécontentement moral. C'est cet renversement de la hiérarchie des mérites qui fait que les plus méritants, ce sont ceux qui touchent le moins. Il crée chez les gens qui sont sous ce régime une espèce de vengeance sur soi-même, qui est la haine de soi. La haine de soi. Et c'est comme ça, sur cette base de la dévalorisation sociale, que naît le besoin de la dévalorisation humaine. Et donc les types, ils veulent partir. Yahrag. Pourvu qu'ils partent. Vous pouvez, à contrario, a posteriori, voir combien de vos amis, de vos proches, ce qu'on vous raconte, comment partir a été pour les jeunes Algériens une sorte de récupération de l'estime de soi. Et roh, et roh, ouvre le Canada, la France, et après il vous envoie des photos. Voilà, j'ai réussi. Et ce n'est pas ni de la forfanterie, ni de l'idiotie, mais non, c'est un profond problème humain. C'est comment un système détruit les êtres humains. Il les détruit, il fait que ils ont un besoin profond de l'estime de soi. Et ceux qui mettent ça en route, alors, c'est des ingénieurs. C'est des ingénieurs spécialistes dans l'ingénierie sociale. Et ça, c'est la spécialité des Américains. Alors d'où ils prennent ça? Ils ont pris ça chez Platon. Platon, à Athènes, il y avait beaucoup de problèmes à Athènes. Socrate, son maître, était là, il discutait avec les jeunes, il l'a payé de sa vie. Parce qu'en remettant en cause l'ordre politique d'Athènes, on l'a accusé de corrompre les jeunes. Et donc on l'a condamné à mort, il est mort. Platon lui a réfléchi, il lui dit, mais pourquoi Athènes, ça ne marche pas? Il dit, parce que personne n'est à sa place. Si vous voulez qu'une société soit harmonieuse, eh bien, il faut que chaque classe sociale, parce que Platon parlait de classe sociale, donc vous voyez que ce n'est pas une invention marxiste, chaque classe doit être à sa place, à son niveau. Et son niveau, c'est le niveau de connaissance qu'elle possède. Elle dit, si il n'y aura pas de cesse au mot de la cité, tant que ce qu'on appelle souverains ne seront pas philosophes, ou tant que les philosophes ne seront pas souverains. Ça veut dire qu'ils postulent que c'est le plus instruit qui doit être le roi. Et le plus instruit, évidemment, à l'époque, c'était les philosophes, puisqu'il englobait l'ensemble des sciences. Donc il y a chez eux, donc chez lui, il y a adéquation entre savoir et droit au pouvoir.
la naissance de la philosophie, c'est à ce moment-là. On reviendra, si vous voulez, plus tard là-dessus. Il dit, voilà, donc le roi, le souverain, c'est le philosophe, celui qui sait tout. Voilà. Lui, il sait ce que ça veut dire le bien, la vertu, le bon, le vrai. C'est-à-dire ce que signifient ces grandes idées philosophiques. Et puis, vous avez la première classe, celle qui doit être au sommet de la société, c'est les magistrats. C'est-à-dire ceux qui ont à la fois la connaissance immédiatement inférieure à celle du philosophe, mais donc qui comprennent ce que dit le philosophe, et qui sont chargés de faire des lois. Et qui sont donc chargés de faire des lois, alors qu'ils ont perdu toute influence par les liens du sang. Il faudrait que le magistrat soit au-dessus des liens du sang, donc au-dessus de la famille, au-dessus de ses enfants, au-dessus de sa femme. Ça veut dire qu'il doit être au-dessus de ses émotions et de ses liens familiaux. Il doit être devenu capable de penser la cité, la politique, comme étant une mission qui fait de lui un être missionnaire pour le bienfait. Ceux-là, ils sont rares. Ils sont rares, les magistrats, mais il faut les trouver. La classe immédiatement inférieure, eh bien, c'est les militaires. Ceux qui ont un niveau moral élevé et capable donc de se sacrifier pour la défense de la cité, donc pour la défense de tous. Il faut avoir une grande valeur morale pour faire ça. Et après, vous avez la classe là, des artisans. Ceux qui savent faire des choses. Hein? Ils savent faire des choses, ils savent faire des bateaux, ils savent faire des armes, ils savent faire... Mais qui n'ont pas les qualités militaires, c'est-à-dire celles de se sacrifier pour la cité. Au bas de Qatar, vous avez le pire de tous, c'est le commerçant. Tiens, l'argent. L'argent. Platon est un philosophe qui, malgré ses 25 siècles derrière, a profondément influencé la vision de l'Occident, notamment la vision les Anglais, les Américains, mais chez les Américains, la pensée de Platon, elle est forte. Et donc même les Américains ont organisé leur société de ce point de vue-là. Il y a des gens qui vont devenir très instruits, qui connaissent la géographie, la politique, c'est les chefs, mais ils n'ont pas besoin de connaître ça. Ça pose. Mais ils n'ont pas besoin de connaître où se trouve l'Afghanistan. Ils n'ont pas besoin. Ils payent les impôts pour envoyer leurs soldats en Afghanistan, mais ils n'ont pas besoin de savoir. C'est pas son affaire. Comme chez Platon. L'affaire, t'as les artisans, ils n'ont rien à voir avec les histoires, t'as les militaires. C'est pas ton affaire. C'est pas ton affaire. Ceux qui ont le droit de parler de loi, c'est les magistrats. Et eux seuls, parce qu'ils sont qualifiés pour ça. Si cette ingénierie, alors, bon, cette ingénierie, ça signifie qu'ils savent très bien que si vous introduisez des ferments de la dissolution sociale et des conflits sociaux, vous les avez introduits et après vous restez sur le bord du fleuve et vous attendez qu'ils fassent leur effet. Sinon, vous avez en même temps l'argent qu'ils ont donné à ces ONG, organisations non gouvernementales, soit directement par la MED, c'est-à-dire le budget de l'État, soit à travers Soros, l'Open Society, qui milite pour la globalisation, soit par l'USAID, soit par l'ACI, etc. Et ça vous fait des milliers par pays de gens qui sont payés par les Américains pour faire de la politique. En cours de chemin, ces ONG, elles ont appris à s'organiser, elles ont appris à faire des slogans, elles ont appris à réseauter ils attendent. Il faut que tous ces mécontentements se coagulent. C'est ça la coalescence.
ils se coagulent, ils s'apprennent l'un dans l'autre. C'est le baril de poudre. Après, vous attendez qu'il y ait l'étincelle. Et l'étincelle, c'est toujours un affect, c'est-à-dire un moment affectif fort qui va faire bouger les gens sur la base d'une réaction affective forte. Elle n'est pas programmée d'avance. Ce qui est programmé d'avance, c'est les organisations, c'est le réseau, le travail. Ils sont là, ils sont payés pour. Ici en Algérie, on a qui touche jusqu'à 3 000 $ par mois. C'est vous dire. Et ça, c'est mon témoignage. Et là, parce qu'on me l'a proposé. On me l'a proposé. Non, non, c'est vrai. L'Institut Friedrich Ebert, qui a été fermé, qui ne donnait d'argent qu'aux organisations, qu'aux associations non agréées. Bon, il y a mes jours qui sont me dit, il y en a avec mon expérience syndicale, parce que j'étais un dirigeant syndical et tout. C'est 2 millions par conférence qu'on devait me donner. 2 millions. La seule chose que j'avais à faire, c'est de rencontrer des gens, d'aller parler, quel que soit leur nombre, et de défendre leurs idées de libéralisme. Parce que le système, c'est moi, donc je témoigne. J'ai de 20 000 dinars. Ça fait longtemps. Donc c'est beaucoup 20 000 dinars. Bon, mais pour eux, c'est des cacahuètes. C'est des convertis en devises. L'essentiel étant que, quand je donne moi la conférence, et il y a d'autres gens, parce qu'ils ont besoin de beaux-parleurs, pardon pour les perroquets, il y a des gens qui sont là-bas et qui vont repérer les gens avec qui ils vont rentrer en relation, sahaba, copinage, exactement comme font les partis politiques, exactement comme font les partis politiques clandestins. Le FLN il faisait la même chose. Le PPA kif kif. Il gabre qui c'est qui est le Houma, qui est le plus gentil, le plus poli, le plus sociable. C'est lui qui peut les représenter dignement. Et après, il commence pour le recruter. Pour que, d'emblée, l'image du parti soit une image positive. Eh bien, ces hommes vont devenir ce qu'on appelle des hommes ressources. Soit des gens qui sont capables de parler, donc de porter la propagande, soit des gens capables de créer les réseaux d'amitié. C'est mon témoignage. 20 000 dinars, la conférence. Et ça, c'est donc un témoin. Mais il travaillait, ça fait combien d'années ça remonte à, je ne sais pas, 12 ans, 13 ans, avant qu'il ferme l'Institut Adam. Et tout le reste est là. Un jour, le baril va exploser. En Tchécoslovaquie, ça a été une histoire affective. En Tunisie, kif kif, c'est Bouzid qui meurt, le gosse qui meurt à j'ai oublié son nom. Bouzid. Il meurt et c'est l'explosion parce que c'était la situation de tout le monde. C'était ça la situation en Tunisie. Les réformes libérales, les Benali. Après, le choix de l'économie solidaire qui était celle de Bourguiba. La différence entre Bourguiba et Benali, c'est que Bourguiba, il appartenait à aux vieilles familles patriciennes de Tunis qui savaient que les conflits sociaux, ça se gère. C'est-à-dire, n'étale pas ta richesse. Et il faut être dans les apparences faites modestes. Et dit, Ben Ali, c'est un peu je sais pas, des milliards de kharja. Ça veut dire provocation. C'est des provocations de ce genre qui ont. Ça explose. Chez nous aussi. Chez nous aussi, c'est un truc affectif. Dans une situation où nous nous sentions aussi humiliés, aussi niés, aussi avec les faits, bien sûr, les télévisions étrangères, tout ça.
5e mandat. C'est ça, ça a explosé. Mais ça, c'est une baril qui a explosé. Immédiatement. Immédiatement. Les organisations qui étaient sur place vont se mettre en route. Vous allez me dire, c'est les ONG. Non, pas seulement les ONG. Même les bonnes organisations. Les syndicats, l'État, qui ont fait des déclarations, il y a eu des partis tout à fait corrects qui ont fait des déclarations qui ne sont pas des ONG. Tout le monde. Sauf que le moment de l'explosion est un moment affectif. C'est un moment de la négativité. C'est un moment où, malgré la présence de ces organisations qui pouvaient manipuler, et quand je dis manipuler, je ne parle pas uniquement c'est-à-dire n'importe quel parti politique. D'abord, tous les partis politiques ont essayé ont fait des déclarations pour prendre la tête. Ils ont été refusés. D'abord, ils ne pouvaient pas être acceptés. Parce que le moment de la négativité étant un moment affectif, ce n'est pas le moment de la raison. C'est le moment du refus. Ce n'est pas le moment de raisonner, ce n'est pas le moment de... On n'en est pas là. Et cette colère, elle a commencé à monter, cette affectivité a commencé à monter, sui generis, c'est-à-dire par elle-même. Toutes les sollicitations externes n'ont pas marché. Jusqu'à un certain point. Et pendant ce temps-là, on a commencé à leur proposer des leaders. Tout de suite. C'est flan. Ils sont sortis. On a commencé déjà à leur proposer des chefs, c'est-à-dire des gens dont vous n'avez pas le droit de discuter. Quand on vous propose des chefs, c'est pas pour fouiller dans leur curriculum vitae. C'est les idoles. Souvenez-vous tout ce que nous avons dit sur la fabrication des idoles littéraires, comment on a fabriqué des écrivains à partir de rien. Sansal, Kamel Daoud, comme on a fabriqué des idoles littéraires, on nous fabrique des idoles politiques. Et c'est bon. Pendant un moment, ça n'a pas. Ça va marcher maintenant. Pourquoi ça va marcher maintenant? Parce que le but fondamental pour lequel ce mouvement est né, il a été atteint. Il a été atteint. Il n'y a pas de 5e mandat, c'est clair. Non seulement il n'y a pas de 5e mandat, mais l'ensemble des marches du président Bouteflika est parti. Il est parti. Mais les gens veulent plus. Alors vous avez ici deux angles d'attaque. Vous avez le premier angle d'attaque qui est sérieux. C'est que les gens, en cours de marche, ils ont commencé à se confronter à l'analyse de la situation politique. Et donc leur conscience politique et leur compréhension politique s'est développée. Ils savent déjà qu'il y a un état profond. C'est déjà un concept dont ils se sont emparés. Ils savent ce qu'est l'état profond. Ben, même s'il n'existe pas, c'est pas grave. Ils réfléchissent avec ce concept. Et ils savent que derrière la première figure, la première vitrine de président Bouteflika, il y avait une deuxième réalité. C'est celle des 3B. Et ils savent maintenant que derrière le 3B, il y a une troisième réalité, qui est encore plus cachée. Et ça pose des problèmes, comment est-ce qu'on va réfléchir? Et donc, ils veulent dégager les 3B. Ils veulent dégager les 3B parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir gagné le match. Ils sont sûrs d'avoir gagné
leur premier mot d'ordre, leur première demande, c'est le départ d'un match. Ils n'ont pas gagné le match. Le match mazal يتلعب. Puis il y a un deuxième point d'attaque qui est lié à celui-là, mais qui est subjectif. C'est-à-dire qu'il faut partir de la culture de notre peuple. Et là, c'est le football qui va nous aider. Et ben, c'est que les Algériens, ils n'aiment pas perdre, ils n'aiment pas gagner sans panache. C'est-à-dire, si l'équipe nationale d'Algérie, elle gagne à 0, ils ne sont pas contents. Sauf en Omdurman. Et j'en veux toujours plus. Il y a cet aspect-là de l'insatisfaction de l'image, parce que l'insatisfaction de l'image, elle existait déjà. D'accord? Insatisfait. La haine de soi, et comment est-ce que les gens peuvent adhérer à ce qu'on raconte? Vraiment, c'est des clichés éculés. T'as les grandes surfaces. C'est un Kamel Daoud sur les Algériens. Ils y croient. Mais ils y croient parce qu'ils trouvent l'expression de leur propre abaissement. Et après, ils te disent, mais c'est de la grande littérature, oui. Allez leur expliquer que si jamais vous trouvez vos idées chez un écrivain, c'est pas un écrivain. Un grand écrivain, c'est toujours un écrivain dont les idées sont originales. Si vous retrouvez vos idées, c'est que la concierge du coin va retrouver les siennes aussi. Et donc cet aspect de la revalorisation de soi est important. Le match, il n'y a pas le panache qui nous permet d'aller nous reposer. Sur les deux plans, ils ont raison. Ils ont raison et ils vont être aveuglés. Ils vont être aveuglés. Dans ce grand combat, les seuls qui peuvent comprendre, c'est ceux qui ont une expérience politique. Et une expérience politique organisée. Mais j'ai une expérience politique tabarra. C'est-à-dire ceux qui sont membres d'un parti, quel qu'il soit. l'Ahzab Hanouga, PD, ou l'RCD, ou le Talat al-Hurriyat, ou ceux-là qui ont une expérience politique vont comprendre. Et alors pourquoi? On va retourner à Hegel et à Marx. Le niveau réel de conscience chez Marx, le niveau réel de conscience d'une classe, d'un groupe, d'un pays, d'un peuple, c'est son niveau d'organisation. Son niveau d'organisation, plus un peuple est organisé dans la forme de l'État, ou là dans la forme des partis, des syndicats, etc., plus son niveau il est élevé. Exemple pratique, vous voulez que ce soit pratique, regardez les étudiants en médecine. Les étudiants en médecine, pas organisés. Combien? Non, pas eux. Non, en général. En général. Non, en général. En général. Non, pas vous. En général. La difficulté, que vous avez, je peux continuer, la difficulté que vous avez à organiser un débat. La difficulté que vous avez à organiser un débat, mais j'ai organisé un syndicat, mais j'ai organisé un parti, à organiser un débat. Tout simplement. Qui m'a dit on est en train de faire grève, quand ils sont en rapport avec le mouvement. Ils ont dit pourquoi tu fais grève? Et parce qu'ils n'ont pas d'organisation. Ici, un problème vital, c'est que pendant ces 20 ans, nous avons été, oui, empêchés de nous organiser par des lois scélérates. Dire association de quartier, on ne peut pas. Un parti encore moins. Un syndicat, c'est la bagarre. Et donc nous sortons.
mobilisation populaire, sans l'expérience organique, sans laquelle il n'y a pas d'expérience politique. Et à côté, il y a et les ONG, et autres ports, et les amis du printemps arabe, qui eux sont organisés. Et vous avez les autres partis normaux, nos partis, je dis Tawana, parce que Tawana, qui sont organisés. Et là-dedans, comment on va faire le Hirak? Il ne peut pas bouger, il manque d'organisation. C'est à ce moment-là que cette force extraordinaire, n'ayant pas l'expérience, va se faire cornaquer. Elle va se faire diriger à partir des systèmes d'identification, les systèmes de, comment on appelle ça, de surenchère, et puis par les systèmes de refus du débat. Quand Saad a fait des captures d'écran, on dit voilà ce qu'a donné le NDI à telle personne, l'argent il l'a reçu ou pas? Est-ce que l'information elle a été prise à la source, oui ou non? Voilà où nous en sommes. À ce niveau de conscience, on ne peut pas comprendre. Alors qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre? Eh bien précisément qu'on a gagné. Mais qu'on a gagné à moitié. Mais que personne ne peut gagner d'un coup. Parce que les révolutions, quand elles existent, et après il faut refaire plusieurs fois. Il ne peut pas. L'ANP a dit je ne peux pas. Je ne peux pas sortir du processus constitutionnel. Parce qu'alors là, c'est la mort de toute légalité. Mais si la mort de la légalité constitutionnelle, c'est la mort de toute légalité. D'abord, il a dit une première chose que les gens n'ont pas voulu écouter. Est-ce que nous avons intérêt ou pas à sortir de la légalité? Ça, c'est un débat. Il l'a répété, un débat. C'est-à-dire qu'il a dit l'histoire confirme. Nous avons été sincères. Ce qu'il a dit de plus important, cette position de l'armée nationale populaire, c'est vraiment ce qui est décisif. Elle est, à mon avis, sincèrement, que tu dis, il ressort le processus des femmes arrivées à nos limites. Et il ressort le processus si nous sortons, ça veut dire du processus constitutionnel va sortir. Nous sommes de toutes les façons des putschistes. De celui qui a créé les banques des putschistes, coup d'État. Coup d'État. Qui a été le premier grand différentiel. Si le peuple défend le. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du débat, ce qui est le fils d'un ancien dirigeant de la révolution algérienne, ce n'est pas un coup de créer une banque, c'est une révolution. Quelle est la différence? Donne instruction, c'est pas une vraie révolution, à l'ensemble. Mais c'est des institutions. On appelle ça révolution, notamment les caisses. C'est pas une vraie révolution parce que de verser de l'argent sur Khalif, vous pouvez prendre. Vous avez l'argent qui est versé par les caisses, la Banque sociale, la CNAS, où là tu fais 1789. C'est des milliards qui passent, mais après, il faut refaire en 1900. Et les œuvres sociales, gars, partout, 1789, AFPAN, partout. Oui. Une question intéressante aussi, c'était Oran, pas Oran. Non, mais je termine d'abord sur ça, sur le Khalifa. Et Khalifa, tout de suite, fait comme les oligarques russes qui achètent des clubs de football. Direct, c'est l'OM. C'est l'OM. C'est Nice. On commence à voir l'argent de Khalifa donné à l'OM, l'Olympique de Marseille, donné à Depardieu, donné. Et c'est le moment, à mon avis,
de la naissance de la France-Afrique. Et donc il fait le procès pour détricoter dès les origines de la France-Afrique. Et dans le même discours, quand il parle de dossier dans la France-Afrique, il dit, voilà, un pays à qui il nous rattache des liens historiques. C'est énorme. S'il y a un état profond, c'est bien celui-là. Et comment être aveugle, être sourd? Comment est-ce que cette mobilisation devient sourde et aveugle? Deuxièmement, le dossier sur la traque. C'est la même chose que pour c'est chez Kebrlin. C'est les liens avec les Américains. Et c'est Ouattara, qui à l'époque avait été arrêté pour intelligence avec l'ennemi. Oui. Voilà. Si on n'écoute pas ça, on ne peut pas écouter, évidemment, moi personnellement. Je dis, ce discours est totalement positif. Mais moi, je vais continuer à manifester contre les 3 pays. Pour la simple raison qu'ils n'ont pas c'est le poison qui va rester dans le processus. On dit, mais alors, on va dire. Moi, je dis, voilà, moi, je manifeste pour garder la pression sur l'ANP. C'est pour obliger l'ANP à les neutraliser. Quand maintenant, au moins, vous leur serrez les vis. Alors, pourquoi Oran? S'il a parlé d'Oran, c'est bien parce qu'il a parlé d'une position stratégique. Ils ont fait un battage sur ce qui s'est passé à Oran. Des manœuvres importantes de l'armée. Des manœuvres à tir réel, balles réelles, missiles réels, couches réels. En face d'eux, il y avait les Américains, les Marocains, des troupes arabes, qui étaient en train de mener des manœuvres contre le terrorisme. À nos frontières. Le phénomène terroriste au Maroc, et donc ils ont bien désigné une menace. Et cette menace, elle est à nos frontières, donc c'est nous. Quand il est parti en Maroc, les manœuvres marocaines des Américains n'ont pas été programmées le 22 février. Il y a longtemps qu'elles ont été programmées. Mais la programmation des manœuvres dans l'ANP, elles ont été programmées en fonction des manœuvres américaines. Et c'est la deuxième fois que l'armée nationale populaire fait des manœuvres à l'ouest face aux manœuvres programmées par les Américains au Maroc. C'est la deuxième fois. D'abord, c'est un acte de courage. C'est-à-dire vraiment. Parce que l'ANP aurait pu faire profil bas. Le fait qu'il l'ait fait, et de cette façon, c'est de leur dire nous sommes là et nous sommes prêts à protéger le territoire. Il a donc été Ijo, Agda al-Hirak, Zadam, mais de toutes les façons, vous devez réfléchir. Pourquoi des manifestations qui ont atteint 33 millions d'hommes et de femmes et d'enfants en Égypte, ils ont laissé place à Morsi. Qui va 33 millions, comment se fait-il que cet immense mouvement a été amené dans une première démarche vers les frères musulmans, qui sont les alliés des Américains? C'est-à-dire qu'ils sont les alliés, ça veut dire que les 33 millions ont été incapables de se donner une direction, ou alors on leur avait préparé une direction, oui, qui est celle de Haute-Port, celle du printemps arabe, dont le but qui leur est assigné est d'amener la mobilisation au point du chaos. Après, ils se retirent. Ils n'ont plus rien. Ils disparaissent. Tous les héros, le printemps arabe, en Tunisie, en Libye ou en Égypte, ont disparu. Après, c'est d'autres gens qui viennent et qui font le boulot. Et donc, il est parti. Mais ce n'est pas la première fois. Chaque fois qu'il a parlé à partir d'une frontière. Ouargla, c'est le Mali, c'est la Libye. Béchar, c'est la Mauritanie, Polisario, le Maroc.
C'est ça qu'il a parlé. Et puis vous avez Haftar. Alors Haftar, je vous demande de chercher mon bad l'article. Comment? Comment? J'ai pas entendu. Oui, c'est un officier, enfin c'est un officier américain. Il était dit à la CIA. Et Haftar, il n'a pas pu occuper l'ouest de la Libye il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, il nous a menacés. Il a menacé l'Algérie. Et l'ANP lui a répondu. Et l'ANP, d'ailleurs, à l'époque, l'avait plus ou moins gêné quand il avançait vers les frontières ouest, vers les frontières. Alors, pourquoi il n'a pas pu y arriver? Parce qu'il y avait un bloc italien libyen qui est sous influence française, qui l'avait empêché d'avancer, parce qu'à l'époque, les Français tenaient à la solution consensuelle. Le Khatrahadi, il est passé direct, sans passer par le sud. L'ANP l'a plus ou moins bloqué. C'est pas elle qui l'a bloqué, elle a aidé des gens à le bloquer. Le Khatrahadi, il est passé direct, c'est-à-dire que les Français lui ont donné un feu vert. Et l'Égypte lui a donné un feu vert. Il n'est pas venu comme ça. Bon, on peut donc discuter avec les gens. Les menaces à l'extérieur, la main de l'étranger, il y a une réalité. Il y a une réalité. Et cette réalité, c'est cette menace. Maintenant, est-ce que les gens vont continuer comme ça à refuser la réflexion? Parce que la réflexion, elle inclut le fait que pour la première fois, on a frappé les manifestants. Puis ceux qui ont frappé les manifestants, ce n'est pas la police. Pardon, ce n'est pas l'armée, c'est la police. Et donc, il n'y a pas d'interrogation. Pourquoi il y a eu ce changement? Ben oui. Eh ben oui. Ben oui, c'est quand l'armée dit je garantis que je suis avec le peuple, j'assure la sécurité, etc., il y a des gens qui viennent les frapper. Donc il y a quelque chose, il y a quelque part, bien sûr, il y a de l'eau dans le gaz. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ça a été long, hein.